Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fractal FPV. Dans cette vidéo, je vais vous guider pour débuter dans le monde du drone FPV. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent comment démarrer dans cette discipline, comment fonctionne un drone FPV. Cette vidéo vous donnera les informations techniques de base pour vous lancer dans l'aventure du drone FPV. Je me concentrerai principalement sur les quadcoptères de construction artisanale, qu'on appelle également des quads. Les drones tels que le DJI Avata ne nécessitent pas autant de connaissances pour débuter, mais le principe étant le même, savoir comment fonctionne un drone dans les grandes lignes vous sera bien utile. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude pour couvrir tous les aspects importants de ce hobby, et vous aurez toutes les cartes en main pour voler en toute sécurité, et comprendre le fonctionnement de base d'un drone FPV. À vous par la suite d'approfondir chaque point. Le hobby est en perpétuelle évolution, et on en apprend tous les jours. Comme tout hobby, il nécessite un investissement de base pour commencer, comme l'achat des masques et des lunettes, d'une radiocommande, des batteries, un chargeur et de tout l'outillage. Mais ce n'est pas tout, il faut également être prêt à investir régulièrement pour réparer et mettre à jour son matériel. Oui, le FPV, c'est aussi de la recherche, un investissement personnel et financier plutôt important en 2023. Il existe des drones et composants plug and play, mais si vous voulez vraiment vous perfectionner dans cette discipline, il faut vous investir. Vous devrez notamment apprendre les bases de l'électronique, savoir souder, programmer vos composants et bien sûr apprendre à piloter un drone sans assistance. Le FPV, c'est un hobby très complet qui réunit plusieurs choses, le modélisme, l'électronique, mais aussi des réflexes, de la concentration et de la technique. Tout cela réuni procure énormément de sensations de plaisir et d'adrénaline en vol. Avant d'attaquer le guide, un point important, c'est la sécurité. Il est important de rappeler que voler avec un drone peut être dangereux pour vous et pour les personnes à proximité. Renseignez-vous sur la réglementation en vigueur et les bons réflexes à adopter. Les drones FPV sont des tronçonneuses volantes et pas des jouets. Maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire avec un drone FPV. Il existe plusieurs spécialités liées à l'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer, que ce soit en intérieur ou en extérieur, et à la finalité visée, que vous soyez en loisir, vidéo, compétition, etc. En général, les débutants commencent avec une approche plutôt freeride où le but est de simplement apprendre à piloter. Les principaux usages des drones FPV incluent la cinématique, vous pouvez réaliser des plans de vue dynamiques, la course ou race, une approche plus compétitive du hobby, le freestyle, où vous pouvez réaliser des enchaînements de figures, le long range pour parcourir de longues distances, mais attention tout de même, le long range n'est pas vraiment adapté à la réglementation française. Il y a aussi des quadcoptères spécifiques pour chaque utilisation, comme les CineWhoop, les TinyWhoop, les Tupic, les CineLifter, capables de transporter des grosses caméras à usage des professionnels de l'audiovisuel. Si vous choisissez d'acheter votre premier drone déjà construit, vous trouverez souvent les acronymes suivants dans la description d'achat. Vous pourrez voir RTF ou Ready to Fly, c'est un quad complet comprenant le drone, le récepteur, la radiocommande et souvent une batterie. Les BNF, Bind and Fly, c'est un drone complet disposant d'un récepteur radio mais vendu sans la radiocommande et attention aux compatibilités avec le récepteur présent sur la machine. Les PNP ou Plug and Play qui désignent un drone prêt en emploi, livré sans récepteur, sans radio, sans batterie ni chargeur. Pour commencer à voler en drone sans assistance, on vole en manuel. Chaque impulsion sur les commandes de votre radiocommande donnera un ordre à votre quad, et il conservera cet ordre jusqu'à la prochaine action de votre part. Les ordres qu'on lui donne sont l'axe de tangage, pitch, de roulis, roll, de lacet, yaw et de gas, le sortle. Le mieux pour apprendre à voler est de s'entraîner sur simulateur avec une radiocommande compatible. Il existe de nombreux simulateurs comme Trip FPV, Liftoff, Uncrashed, Velocidrone. Vous les retrouverez sur ordinateur et même console pour certains. Pour le simulateur, on utilise une radiocommande. Les manettes de jeu sont à proscrire car le stick des gaz y revient au centre sur une manette. Chose qu'on ne retrouve pas sur nos radiocommandes. N'ayez pas peur d'enchaîner au moins 15 à 20 heures de simulateur en mode manuel pour vous sentir à l'aise avant d'entreprendre votre premier vol en FPV. Souvent, les 2 premières heures seront les plus difficiles, le temps d'acquérir vos premiers réflexes et d'établir une bonne mémoire musculaire. On en vient à notre premier achat judicieux qui est la radiocommande. Il existe plusieurs constructeurs de radiocommandes avec différents form factors qui conviendra plus ou moins à certains pilotes. Une forme dite gamer comme la TBS Tango 2 ou Radiomaster Zorro, ou encore un format plus classique de modélisme comme la Radiomaster TX16S, cette radio, ou une Taranis X9D. On trouve aussi des formats intermédiaires comme la Mambo. Les radiocommandes sont en général configurables en plusieurs modes, mode 1, mode 2, etc.
qui attribue les axes de commande à différents endroits physiques sur la radiocommande. Elle possède également des canaux supplémentaires programmables pour attribuer différentes fonctions, comme l'armement, le choix du mode de vol. Les canaux sont en nombre variable selon les modèles choisis, 8, 16, 18. Celle-ci, par exemple, c'est une 16 canaux. Le choix d'une radio, c'est évidemment un choix très personnel selon des critères que vous définissez. Critères de forme, de confort, de qualité, de prix. Quelques marques à retrouver, FrSky, Radiomaster, FlySky, TBS pour Team Black Sheep, les Jumpers, Futaba. Pour communiquer avec votre quad, la radiocommande utilise un protocole radio de communication. Il existe plusieurs protocoles plus ou moins fiables. Tous les constructeurs cités précédemment ont leur propre protocole. Certains de leurs modèles acceptent d'autres protocoles soit nativement en interne, soit via l'ajout d'un module externe. Un module externe, par exemple sur cette radio, j'en ai un. En 2023, les protocoles reconnus pour leur qualité et fiabilité de liaison sont Crossfire de TBS, le LRS pour plusieurs marques, car c'est open source, le TBS Tracer, le Ghost d'immersion RC, des signaux FrSky. Je vous laisse vous renseigner sur les avantages et performances de ces protocoles. Il faudrait une vidéo en part entière pour entrer en profondeur dans chacun de ces protocoles et de nombreux tutos sont disponibles. La radiocommande va donc communiquer vos actions physiques sur les sticks par l'intermédiaire d'un transmetteur TX interne ou externe, via des ondes radio sur la bande 2,4 GHz en général. Ces ondes arrivent à un récepteur branché sur votre quad. Le récepteur, également connu sous le nom de RX, est branché en physique sur votre drone. Il communique avec votre radio après avoir effectué une procédure de binding. Il communique avec votre radio ou votre transmetteur. Le bind lie le TX, le transmetteur, le RX et le récepteur. Certains modèles de récepteurs prennent également en charge la télémétrie, permettant à votre drone et à votre radiocommande d'échanger des informations en temps réel, comme l'état de la batterie ou encore la position GPS. Ils utilisent un protocole spécifique pour communiquer avec votre quad, comme l'e-bus, le F-port, le Crossfire. Votre RX peut également être mis à jour en utilisant votre radiocommande ou même en Wi-Fi, par exemple avec le LRS. Maintenant qu'on a vu comment communiquer la radio et le drone, on va parler du retour vidéo. Pourquoi nous parlons maintenant du retour vidéo? Car ce retour utilise également un système de transmission radio indépendant du système de communication de la radiocommande dans la plupart des cas. Il est important donc de faire la distinction entre le protocole radio et le protocole vidéo. Ce retour vidéo peut être analogique ou numérique. Le numérique, c'est la référence en 2023. Car c'est plus compact, avec une grande qualité de retour vidéo et de réception. Les possibilités sont étendues et en perpétuelle évolution. Par contre, le coût du numérique est supérieur à l'analogique. Les principes de base de fonctionnement restent les mêmes dans les grandes lignes, en tout cas en ce qui concerne la compréhension du fonctionnement d'un drone FPV. Nous retrouvons comme système numérique du DJI, du Walksnail, de HD0. Le protocole vidéo utilise en général la bande de 5,8 GHz. Le retour vidéo se compose ainsi. La captation est effectuée par une caméra FPV placée à l'avant du drone, indépendante d'une caméra de type Action Cam, comme une GoPro, qui servent à la captation d'images pour un montage vidéo par exemple. A noter que les systèmes numériques AirUnit de DJI permettent également l'enregistrement vidéo jusqu'à 4K avec le dernier O3. Les AirUnit peuvent également se charger de la communication avec une radiocommande, à condition d'utiliser une radiocommande spécifique de la marque. Parlons plus en détail de ce système de captation vidéo. La caméra. Les caméras FPV permettent de visualiser en temps réel ce qui se passe lors de vol à travers des masques ou des lunettes. Il existe différents formats de caméras disponibles, adaptés aux différents types de châssis. Nous avons les nano en 14 par 14, les micros en 19 par 19 mm, comme celle-ci, les mini en 28 par 28 mm et les full size en 26 par 26. Les capteurs les plus couramment utilisés sont le CCD et le CMOS. La taille de la lentille détermine également le champ de vision de la caméra, qu'on appelle aussi FOV pour Field of View. Certains modèles sont optimisés pour un usage en 4/3 en affichage ou 16/9. D'autres peuvent être ajustés dans le masque. L'image captée par la caméra FPV est traitée par un transmetteur vidéo qu'on appelle le VTX. Le VTX, ou transmetteur vidéo, c'est un dispositif utilisé pour transmettre le signal vidéo de la caméra FPV à un récepteur via une fréquence radio, généralement en 5,8 GHz. Il émet sur différentes bandes et il est souvent réglé sur la bande raceband pour éviter les interférences avec les autres utilisateurs comme vous voulez en groupe.
La puissance est limitée à 25 mW par la législation française, mais certains modèles offrent des fonctionnalités telles que le Smart Audio ou RC Tramp qui permet un réglage à distance. Il est important de noter qu'une antenne doit être connectée à votre VTX avant de le mettre en marche, pour éviter de l'endommager, l'antenne participant activement au refroidissement du VTX. Les VTX analogiques étaient autrefois la norme, mais aujourd'hui c'est les modèles numériques qui font référence en 2023. Pour compléter le retour vidéo, nous allons parler des antennes VTX. Les antennes VTX sont de type omnidirectionnel pour pouvoir émettre dans toutes les directions. Une autre chose importante à retenir, elles sont polarisées. Les antennes sont polarisées soit en RHCP, soit en LHCP. Il est important d'harmoniser la polarisation entre l'émetteur et le récepteur vidéo, soit tout en RHCP ou tout en LHCP. Les antennes se caractérisent également par le type de connecteur utilisé pour la connexion avec le VTX. Vous avez des connecteurs UFL, MMCX ou encore SMA ou RPSMA via des rallonges équipées de prises de connexion. Les ondes émises par le VTX distribuent la vidéo vers un récepteur vidéo. Le récepteur vidéo, c'est le VRX. Le récepteur vidéo ou VRX. Il est aujourd'hui dans la plupart des cas directement intégré dans la structure du masque, bien qu'il existe des récepteurs externes à adapter à son masque pour de meilleures performances. Par contre, attention, l'analogique n'est pas compatible avec le numérique, et les systèmes numériques sont propriétaires, c'est-à-dire qu'un VTX DJI numérique ne fonctionnera qu'avec un masque DJI compatible. Il existe cependant des récepteurs externes qui permettent de recevoir des signaux analogiques sur un masque DJI, mais l'intérêt est limité, sauf à avoir un parc de drones à la fois analogique et numérique que vous souhaitez utiliser uniquement avec votre masque DJI. Et récemment, Walksnail propose un VRX numérique à adapter au masque analogique, mais les compatibilités sont vraiment à bien étudier si vous envisagez de faire un tel achat. Revenons au drone et ses composants, on va parler du châssis. Les châssis d'un drone, ou frame en anglais, est le squelette sur lequel tous les composants du drone sont montés. Dans la plupart des cas, les châssis sont principalement fabriqués en carbone, un matériau à la fois solide, rigide et léger. La taille des hélices que le châssis peut accueillir est la caractéristique principale du châssis. Il est souvent ainsi désigné comme un châssis de 5 pouces quand il est équipé d'hélices en 5 pouces par exemple. Ce châssis est un 5 pouces car il est équipé d'hélices en 5 pouces. Une autre façon de décrire sa taille est d'utiliser la distance entre les axes de deux moteurs, mesurée en diagonale. Une autre caractéristique importante est sa géométrie. Il existe plusieurs options, mais les principales géométries incluent le trou X, où les quatre bras se croisent et forment un angle droit, le wide X, ou switch, où les moteurs sont plus proches l'un de l'autre de chaque côté et les hélices sont moins visibles de la caméra, comme ce drone. On peut également trouver des dead cat, où les bras avant et arrière sont reculés par rapport au corps et à l'avant du quad afin de dégager largement les hélices du champ de vision. C'est les configurations les plus courantes pour le freestyle, le freeride et le cinématique. Les stretch, un autre type de géométrie, où les moteurs avant et arrière sont plus proches. Cette géométrie favorise la vitesse et est la plus courante dans les quads de course, comme ce quad. La géométrie du corps du châssis peut également varier, avec un châssis dit en bus, faisant référence à un châssis plus long qui offre plus d'espace pour l'électronique et facilite l'appositionnement d'une caméra HD à l'avant et une batterie à l'arrière. Ce type de châssis est généralement plus lourd et moins adapté pour la course. Pour la race, les châssis minimalistes sont privilégiés, avec un positionnement de batterie en dessous pour la répartition des masses et favoriser le centre de gravité qui jouera sur l'agilité. La taille du châssis déterminera en grande partie la capacité de charge du quad, le dimensionnement des hélices et des moteurs qui sont étroitement liés selon les batteries utilisées. C'est ce que je vais d'ailleurs appeler le groupe motopropulseur. Le groupe motopropulseur. Il est composé d'une batterie qui délivre l'énergie électrique, deux SC qui distribuent cette énergie électrique au moteur, qui eux se chargent de la transformer en énergie cinétique par un mouvement de rotation. Et enfin, aux hélices qui transforment cette énergie cinétique en énergie de propulsion grâce à la portance générée par les pales de l'hélice. Voyons en détail ses composants. La batterie.
Dans le monde du FPV, on utilise principalement des batteries LiPo pour lithium polymère. Ces batteries se caractérisent par leur capacité à délivrer rapidement de l'énergie. On peut retrouver également des batteries à cellules lithium, mais c'est à la marge. Pour une utilisation plus longue durée, elles sont adaptées à des vols tranquilles, car leur capacité à délivrer une forte quantité d'énergie instantanément est bien plus limitée par rapport à une LiPo. Nous allons donc nous concentrer sur les caractéristiques principales d'une LiPo. Nous retrouvons sur les LiPo les caractéristiques suivantes. Le nombre de cellules, souvent de 1 à 6, qui définit la tension de la LiPo. La tension nominale d'une cellule est de 3,7 volts. Une LiPo 6S, comme celle-ci, contiendra 6 cellules en série et aura donc une tension nominale de 22,2 volts. 3,7 x 6. Il existe également des batteries LiPo HV, High Voltage, d'une tension nominale de 3,8 volts. Peu utilisé pour l'instant en FPV, mais on peut quand même en trouver sur des petits quads. On retrouve également une capacité indiquant la quantité de courant qu'elle peut délivrer pendant une heure, par exemple 1550 mAh. Voyez cette quantité comme le contenu d'un réservoir. On nous indique aussi le taux de décharge, permettant de calculer la quantité maximale de courant qu'une LiPo peut délivrer à l'instant T. Une LiPo comme celle-ci de 1550 mAh avec un taux de décharge de 150 C pourra délivrer en continu 232,5 A. Si on fait le calcul, 1,55 A fois 150. Quand vous achetez une LiPo, souvent, dans la description, vous retrouverez également indiqué un pic supérieur de quelques secondes que peut délivrer la batterie en pointe. Ces caractéristiques sont variables selon le fabricant et la valeur rapportée ne coïncide pas toujours avec la réalité. Quelques marques reconnues dans le monde du FPV, nous avons Tattoo, Monka, Dogcom, Ovonic, etc. Il y a plein d'autres marques. Les connecteurs les plus répandus pour brancher la LiPo, c'est le XT60, comme celui-ci, ou le XT30, qui est un peu plus petit et qui est pour les plus petits LiPo. On retrouve d'autres types de connecteurs qui peuvent être utilisés sur les petites batteries destinées aux petits quads, comme le JST, GST-PH, BT 2.0. On retrouve également une prise d'équilibrage. La prise d'équilibrage doit être branchée au chargeur. Elle permet d'équilibrer les cellules sur les batteries multicellules. Les LiPo peuvent être dangereuses et doivent être stockées et manipulées de manière sécurisée. Quelques règles simples à suivre pour l'utilisation d'une LiPo. Déjà, bien choisir son chargeur, selon ses nécessités, les options disponibles, la prise en charge des différents types de batteries. Pour l'exemple, on privilégie un chargeur pour aller jusqu'à 6S avec des options utiles comme la décharge, le stockage, les mesures de la résistance interne, la gestion des LiPo HV. Les LiPo se chargent jusqu'à 4,2 volts par cellule et 4,35 volts par cellule pour les LiPo HV. Il ne faut pas les charger trop fort. On charge à 1C ou 2C, ce qui veut dire par exemple à 1,3 A pour une LiPo de 1300 mAh. Ne jamais complètement décharger une LiPo, s'arrêter toujours à 20% ou 3,5 volts par cellule, pour lui garantir une bonne durée de vie. Si une cellule descend sous les 3 volts, elle sera probablement irrécupérable. Toujours rester à côté de ces LiPo pendant qu'elles chargent. Les LiPo doivent être toujours chargées en mode balance ou équilibrage pour s'assurer que chaque cellule est chargée et équilibrée. Selon votre chargeur, le nom du mode peut changer, voire être automatique en charge multicellule. Un autre point, on évitera de conserver ces batteries complètement chargées pendant plusieurs jours. On les stocke en mode stockage, environ 3,8 volts par cellule, dans un endroit adapté, idéalement un sac ou boîte à LiPo unifuge, ou encore une boîte à munitions à laquelle on aura préalablement retiré le joint ou une partie du joint d'étanchéité pour éviter une montée en pression en cas d'incident. Pour continuer sur le groupe motopropulseur, nous allons parler des hélices, qui sont le dernier maillon de notre chaîne. Les hélices, ou props en anglais, pour propellers, se caractérisent par le nombre de pales, 2 ou 3 pales, voire plus. Elles se caractérisent également par leur diamètre en pouces. Troisième caractéristique, c'est le pas, ou calage, ou encore pitch en anglais. Exprimé en pouces, il correspond à la distance parcourue par l'hélice en faisant un tour dans l'air, si on la vissait. Elle avancerait d'une fois son pas en une rotation complète. Ou en gros, plus le pas est important, plus l'hélice est inclinée. Les valeurs de diamètre et de pas sont souvent inscrites directement sur l'hélice, proche du moyeu. Si vous voyez par exemple 45-35 inscrit proche du moyeu, ça correspond à un diamètre de 4,5 pouces et un pas de 3,5 pouces. Un pouce, c'est égal
à 2,54 cm. Les hélices sont vendues par 4, 2 en sens horaire, CW, clockwise, 2 en sens anti-horaire, CCW, counterclockwise. Elles peuvent être montées en propine, quad de face, les hélices tournent vers l'intérieur du quad, ou en prop-out, les hélices à ce moment-là tournent vers l'extérieur du quad. Ces hélices qui propulsent nos quads sont rattachées au moteur. Parlons maintenant des moteurs. Sur un quad, il faut savoir que 2 moteurs tournent dans le sens des aiguilles d'une montre et les 2 autres dans le sens inverse pour assurer la stabilité du quad. C'est pourquoi il faut être attentif au sens de montage des hélices sur ces moteurs. Les moteurs sont caractérisés par leur taille. Un moteur de type 2207 aura un stator de 22 mm de diamètre et une hauteur de 7 mm. Une autre caractéristique, c'est sa vitesse de rotation pour 1 volt. Elle est indiquée en kV. Par exemple, un moteur donné pour 2020 kV tournera à 2020 tours minute par volt. S'il est alimenté en 6S, donc 22,2 volts, il tournera au maximum à 44 844 tours minute, soit 2020 multiplié par 22,2. Ils seront vendus avec une plage de tension d'utilisation recommandée, par exemple de 4 à 6S. Les autres caractéristiques physiques du moteur brushless, ça veut dire que concrètement, il n'y a pas de lien physique entre la partie statique, le stator, et mobile, le rotor. Sur le stator, il y a le bobinage et le roulement, et sur le rotor, une cloche équipée des aimants et d'un axe. Les moteurs sont reliés et commandés par les contrôleurs moteurs, les ESC. Les contrôleurs moteurs, on les nomme ESC, pour Electronic Speed Controller. Ce sont eux qui récupèrent l'énergie de la lipo et la transforment en un format permettant de faire tourner le moteur à la vitesse voulue. Ils intègrent un logiciel, un firmware, pour assurer leur fonctionnement. Aujourd'hui, on retrouve essentiellement les firmwares BLLIS, BLLI32 ou encore BlueJ qui est un dérivé de BLIS. Ces firmwares peuvent être mis à jour, flashés, dans différentes versions pour bénéficier éventuellement de certaines options. Il y a un contrôleur pour chaque moteur, on peut le retrouver sur chaque bras du quad. Mais en 2023, le plus commun sont les ESC 4 en 1. C'est-à-dire qu'ils sont réunis sur une même carte électronique au format 20 par 20 ou 30 par 30. Le format est exprimé par l'espacement entre les trous de fixation de la carte électronique. La batterie est directement connectée à la carte pour les ESC 4 en 1. Pour les ESC séparés, on peut utiliser une PDB, une Power Distribution Board, qui répartira l'énergie entre les différents composants du quad. Les ESC reçoivent des directives concernant la vitesse que doit avoir chaque moteur grâce à un protocole leur permettant de communiquer avec le cerveau du quad. Le principal protocole utilisé aujourd'hui est le D-Shot, un protocole numérique dont la vitesse de communication est plus ou moins rapide selon le D-Shot utilisé. Il y a le D-Shot 300, 600, 1200, etc. A noter qu'il existe d'autres protocoles de communication. Les directives reçues aux ESC à travers le protocole sont envoyées par le contrôleur de vol. Le contrôleur de vol. Le contrôleur de vol, ou FC pour Flight Controller, c'est le cerveau du quad qui se charge d'interagir avec tous les composants du quad. Centraliser les données, interpréter et commander. C'est un petit ordinateur. Il est équipé d'un microprocesseur, ou MPU, de génération F4, F7 ou encore G4, H7 pour les plus récents. Il est équipé de capteurs, gyroscopes, accéléromètres, capteurs de tension, baromètres, etc. qui sont variables en nombre et en option. La FC dispose également des entrées-sorties nommées UART, réparties sur 2 canaux par UART, un canal TX transmetteur et un canal RX pour récepteur. Les UART sont accessibles grâce à des pads à souder pour y connecter le reste des périphériques du quad. ESC, RX, VTX, caméra, etc. Un UART se décompose en TX qui transmet une donnée et RX qui reçoit une donnée. Un TX communiquera donc avec un RX d'un composant et un TX transmettra une donnée au RX d'un composant. Le contrôleur de vol est une carte électronique au format 20 par 20 ou 30 par 30 mm principalement. Quand la FC est vendue avec des ESC 4 en 1, on parle d'une stack, une pile de cartes électroniques. On notera également l'existence de FC I/O, All-in-One, intégrant plusieurs fonctionnalités. Les ESC directement sur la même carte, ou PDB pour l'usage de ESC séparés. Et même pour certaines cartes, le VTX et le RX, qu'on retrouve principalement sur les micro-quads analogiques, où tout est intégré sur une seule carte. Pour fonctionner, une FC s'appuie sur un logiciel embarqué, un firmware.
Le plus répandu étant Betaflight. Il existe des alternatives comme EmuFlight, Kiss, FalcoX, Inav. Ils possèdent chacun leurs particularités, avantages et inconvénients. Le firmware est le chef d'orchestre de votre quad, le Windows. Sachez que la configuration et les différentes possibilités de réglage nécessitent de se plonger au cœur du fonctionnement, ce qui n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Mais en progressant, vous y viendrez. On a fait le tour des principaux composants de votre quad, mais un petit mot sur le condensateur. Le condensateur, c'est un petit composant dont le rôle est de lisser les pics de tension pour protéger l'électronique et filtrer le bruit généré par les ESC. On l'utilise avant tout pour limiter les perturbations qui peuvent apparaître dans le retour vidéo en analogique, mais on l'utilise aussi pour filtrer l'électronique. Le gyroscope au cœur de votre FC est très sensible, et plus le signal électronique en entrée est propre, mieux le contrôleur de vol pourra faire son travail. D'ailleurs, il y aura moins de filtrage logiciel à appliquer. Le placement idéal d'un condensateur est au plus près des ESC, qui sont la source principale du bruit. Pour des ESC 4.1, on le soudera au niveau des pads principaux, plus et moins, permettant de connecter la LiPo. Pour des ESC séparés, l'idéal est de mettre un petit condensateur sur chaque ESC. Un condensateur se soude en parallèle de l'alimentation, sur le plus et le moins, en prenant soin de respecter la polarité. La bande sur le corps du condensateur correspondant au moins. Un condensateur est défini par sa capacité en microfarad et sa tension de service limite. Il est à dimensionner en fonction de la configuration du quad. Par exemple, 35 volts pour un quad 6S. On utilise des condensateurs low ESR, faible résistance série. On a fait le tour des principaux composants d'un drone FPV. Vous pouvez bien sûr rajouter des options supplémentaires à votre quad, comme un GPS, une carte d'acquisition, un buzzer, des LED, etc. Le but de cette vidéo est de vous donner un aperçu très général du fonctionnement d'un quad. Chaque point vous demandera par la suite de vous plonger au cœur du fonctionnement et des caractéristiques de chaque composant. L'autre gros morceau à apprendre est la configuration logicielle de chaque élément. Là aussi, il y a son lot de termes techniques et de choses à savoir. Mais chaque chose en son temps, c'est déjà un gros morceau qu'on a abordé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura été claire et vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement d'un drone FPV, le vocabulaire utilisé et la compréhension qui en découle. Bien sûr, chaque point de cette vidéo nécessite d'être approfondi par la suite pour encore gagner en compétences et compréhension. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Je voulais vraiment vous expliquer les bases du fonctionnement d'un drone FPV pour démarrer le plus sereinement possible dans le hobby. Cette vidéo a été particulièrement longue à préparer et réaliser. Si elle vous a plu, je vous encourage fortement à vous abonner à la chaîne, laisser un commentaire et un pouce afin d'encourager mon travail. Je vous souhaite une bonne découverte du monde du FPV et je vous souhaite un bon vol. Retrouvez-moi bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!